Nous sommes en plein mois de juin au moment de cette interview. C'est un mois dédié à la visibilisation des personnes LGBTQIA+, et à la lutte pour leurs droits. Avril Elivio, vous êtes ici en tant que membre de l'association Marche des Fiertés. Bonjour. 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 Et comme vous portez bien votre nom, vous venez nous parler de cet événement justement qui aura lieu le 5 juillet. Alors d'abord, pourquoi en juillet et pas en juin ? Ça a été parce que, en fait, nous, au niveau de la Normandie, à chaque fois, on demande aux autres villes normandes à quelle date elles font aussi leur marche des fiertés. Et on se cale aussi par rapport à celle de Paris, parce que Paris étant quand même relativement proche du Havre, éviter que tout le monde soit sur Paris à ce moment-là. Et en fait, il restait soit le 21 juin, mais qui est la fête de la musique, donc c'était inenvisageable d'organiser ça en plein milieu de la fête de la musique, ou le 5 juillet. Et comme ça permet en fait que pour les LGBT normands, ils puissent, s'ils ont envie de faire toutes les marches de Normandie, globalement ils peuvent. On a toujours une semaine d'écart entre chaque date des marches des fiertés. Quel est le point de rendez-vous du départ de cette marche justement ? Quel est le parcours ? Quel est l'horaire ? Est-ce que vous pouvez nous donner ces informations ? Oui, bien sûr. Alors, comme chaque année, finalement, on va partir de l'université, du parvis de l'université à 14h. Et ensuite, on emprunte le cours de la République jusqu'à la gare. Ensuite, le parcours va certainement se diriger le long du bassin du commerce et remonter la rue de Paris en face de l'hôtel de ville. Et ensuite faire demi-tour, aller dans l'autre sens et se terminer à la Catène. Et qu'est-ce qui est prévu au programme après la marche ? Alors pour le coup, au niveau du programme, à partir de 17h, vous pouvez nous rejoindre au Tetris, où va se tenir un village asso, un marché de créatrices tenu par Onde Club, un collectif local d'artistes et créatrices LGBT et féministes. Et à partir de 20h, 20h30, va commencer le show drag. Après, il y a Lee qui vient faire un concert. Fait venir aussi, et on finit par Dose Létale en DJ set pour la fin de la soirée. Et le lendemain, on organise à la Source une conférence et un arpentage proposé par la HUP, qui est une bibliothèque féministe itinérante. On n'a pas encore tout calé exactement, ça a été un peu complexe. Il va y avoir un peu plus de compléments d'informations sur les réseaux. Mais voilà, le programme du week-end, ça sera celui-là. On commence par la manifestation et après on fait village asso, marché, soirée et lendemain conférence et arpentage. Tout le monde peut venir à un moment ou un autre de la journée, il y aura quelque chose qui devrait l'intéresser. Pour reprendre un peu ce gros programme, le samedi, la fête se termine à peu près à quelle heure ? 2 heures, c'est ça ? Oui, c'est ça, fermeture du Tetris. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, ça va être plutôt même 1h45 le temps que la scène ferme, qu'on évacue, enfin que le Tetris se vide, enfin voilà quoi. Mais grosso modo, ouais, c'est ça, 1h45. Et dimanche, alors l'arpentage, est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est rapidement et sur quoi ça va porter ? Les détails du programme du dimanche, déjà on peut dire que l'invité qui va faire la conférence, c'est Miena Al-Sherif. C'est une autrice, anthropologue qui vient de traduire un livre qui s'appelle Une brève histoire de la transmisogynie, écrit par une américaine, une militante qui s'appelle Jill Patterson. Et donc on va parler de thèmes liés à la sortie de ce livre en français. Et ensuite, donc on fera un arpentage avec la HUP, le collectif de bibliothécaires libraires itinérantes. L'arpentage, c'est... Comment expliquer ? C'est une lecture collective, on peut dire ça ? C'est une lecture collective, c'est une pratique en fait qui est empruntée au mouvement ouvrier, quand les ouvriers voulaient partager des savoirs, partager des théories à plusieurs, afin à faire profiter un maximum de monde. C'est de l'action collective. Et donc c'est une manière de lire un livre, ou en tout cas en savoir beaucoup sur un livre, sur une théorie ou un auteur, une autrice, de manière assez rapide et en collectif, quoi. Pour avoir les détails de ce programme, vous pouvez nous donner les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre ? C'est assez simple, il y a le compte Instagram Fierté Havraise et un compte Facebook qui est lié. Et après, il y a aussi le Hello Asso. Les deux comptes, les deux réseaux sociaux renvoient sur le Hello Asso, où pareil, il y a plein d'informations dessus, puisque dessus vous allez trouver tous les formulaires pour pouvoir prendre sa place pour la soirée, par exemple, ça peut être utile. Mais si aussi il y a des personnes qui ont envie d'être bénévoles pour la journée, c'est-à-dire soit être street medics, soit dans le service d'ordre, soit dans les Angels, puisque cette année, on a mis en place un service d'ordre de soirée, en fait, avec les Angels pour compléter ce que le Tetris a déjà, qui est déjà existant, mais que voilà, il y a des personnes identifiables de l'association pour s'il y a un souci. Il y a la tombola, puisque pareil, on a mis en place une
Tombola. Donc c'est vraiment Instagram, Facebook et le Hello Asso aussi, où je conseille d'aller voir, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont dessus aussi. Donc là, il y a eu un petit appel à bénévoles. Vous avez une idée du nombre de bénévoles dont il y a besoin ? Sur la journée, en tout cas sur la manifestation de l'après-midi, on recherche au moins une vingtaine de personnes, que ce soit pour encadrer la sécurité de la marche, on appelle ça le service d'ordre. Donc c'est des personnes qui s'occupent par exemple de regarder ce qui se passe dans les rues adjacentes, de respecter le temps de marche et le parcours. Et il y a aussi une équipe de street medic qui, eux, s'occupent de veiller à la santé en fait, des manifestants, des manifestantes, de faire attention à ce que personne ne se fasse mal, que tout le monde soit bien hydraté. Donc au moins une vingtaine de personnes pour l'après-midi et le soir, entre 5 et 10 personnes pour la Team Angels. Pareil, pour des mesures de sécurité, veiller à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de violence, d'agression, que ce soit des agressions verbales, enfin voilà, que la soirée se passe dans des conditions les plus safe, comme on dit, possible, et dans le respect de toutes les personnes et de toutes les identités présentes. Et pour toute personne qui serait intéressée, important quand même que ce soit le service d'ordre, les Angels ou les street medics, c'est vraiment du basique, c'est-à-dire ça va être de la médiation, de la désescalade. On n'a encore jamais eu, et je touche du bois que ça continue comme ça, mais si ça devait y avoir un événement plus grave, quelqu'un qui s'énerve vraiment ou quoi que ce soit, de toutes les façons, que ce soit le service d'ordre ou les street medics, si c'est quelque chose de médical, on est en lien soit avec le service de sécurité civile, soit on appelle la police. Ça demande juste de la patience, de la diplomatie, mais c'est pas des gros bras. Ça, on n'a pas besoin de quelqu'un qui aurait envie de prouver et d'assurer. Voilà. L'appel est passé, en tout cas, s'il y a besoin. Donc voilà, ça reste des missions accessibles. Oui, voilà, c'est ça. Et on en cherche toujours. L'an dernier, pour la 3e édition de la marche, votre association avait organisé des conférences, donc cette année aussi. Et une d'entre elles portait sur la montée des idées conservatrices et LGBT-phobes en Europe. Quel est votre sentiment à ce sujet aujourd'hui ? Alors, eh bien, c'est de pire en pire. Donc, on va continuer à faire des conférences et à organiser les marches. Et même, on essaie de réfléchir à voir quelle manière être plus impactant, puisque honnêtement, la décision de la Hongrie, de la Pologne et tout ça sont très récentes. Et ça montre bien qu'il y a un ensemble réactionnaire en place et efficace, et en plus avec ce qui s'est passé là dernièrement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ça donne des idées à plein de personnalités politiques. Politiquement, sur les droits LGBT, féministes, enfin globalement des minorités, hein. On est dans les ennuis, on va dire ça pour être poli. C'est vraiment pas le bon mood en ce moment, donc on va continuer à notre hauteur comme on peut. Après, ce qu'on aimerait, c'est que les gens se motivent et aient envie de participer avec nous et se remobilisent sur ces questions-là et ces enjeux-là et comprennent que ça touche tout le monde. C'est-à-dire quand en Grande-Bretagne, ils redéfinissent le genre par les organes génitaux, ça impacte tout le monde en fait. Ça impacte pas que les personnes trans, ça impacte les personnes cis, puisque ça veut dire qu'ils réétablissent des critères de qu'est-ce qu'une femme comme il faut, un homme comme il faut. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment, les dernières agressions qu'il y a eu par exemple dans les toilettes, c'est que des femmes cis qui ont été agressées, mais parce qu'elles n'étaient pas assez féminines selon les codes des personnes autour. Parce que il nie que l'humanité elle est plurielle et qu'en fait il n'y a pas vraiment une femme ou un homme, enfin je sais pas, il n'y a pas un modèle qui existe. Les agressions dans les toilettes, je suis pas renseignée, là vous parlez de cas au Royaume-Uni ? Au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc il y en a eu plusieurs où c'est des femmes en fait agressées par des hommes. Des femmes cis. Voilà, des femmes cis qui ont été agressées par des hommes puisque d'autres femmes dans les toilettes se sont plaintes, trouvaient qu'elles ressemblaient pas assez à des femmes. Donc elles sont venues chercher des hommes. Donc c'est pareil parce que toutes ces lois c'est censé pour protéger les femmes dans les toilettes. Résultat des courses, les femmes se font tabasser dans les toilettes par des hommes parce qu'ils considèrent qu'elles sont pas assez féminines. Magnifique, très efficace comme protection. Et là il y a eu vraiment plusieurs cas parce que les gens se sentent plus détendus aussi à intervenir et à être violents. Et si on n'en est pas encore là aujourd'hui en France, il y a quand même une augmentation absolument alarmante des agressions LGBT-phobes. Exactement, vous faites ma transition. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont recensé 4801
infractions anti-LGBT, dont 3100 qui sont des crimes ou des délits. La grande majorité des auteurs comme des victimes déclarées sont des hommes cisgenres, donc en accord avec le genre donné à leur naissance. Ils représentent respectivement 83% des auteurs et 72% des victimes. Au Havre, en avril dernier, on peut rappeler par exemple l'agression qu'il y a eu de 2 personnes transgenres qui ont été agressées dans un centre commercial par des mineurs. De manière générale, il y a une hausse des actes anti-LGBT, plus 5% en un an. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi dans l'association ? Oui, on le constate toutes les semaines en fait, car beaucoup de membres de l'association de la Marche des Fiertés sont aussi membres de l'association de la Poudrière au Havre, qui fait plus de la militance et de l'écoute, de l'accompagnement, et notamment lors de permanences, on reçoit pas mal de public, et on a régulièrement, et en ce moment, toutes les semaines qu'on fait des permanences, donc pratiquement toutes les semaines, des témoignages de violence, des témoignages d'agressions verbales, physiques. Ouais. Nous, on le voit au niveau de l'association et ça reflète aussi que les chiffres de la police, ils sont pas bons parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes LGBT qui ne vont pas porter plainte puisqu'elles appréhendent énormément l'accueil par les services de police et par la suite comment ils peuvent être traités par la justice quand c'est pris en compte par la justice. Parce que c'est pareil, la caractérisation d'LGBTophobie, elle n'est pas forcément retenue, même dans des cas où c'est LGBTophobe. Par exemple, le jeune homme Selim qui a été agressé dans le tram à Caen, le critère d'homophobie n'a pas été retenu, par exemple. Est-ce que vous pouvez tout le monde raconter sait que ça a été une agression homophobe, mais enfin voilà. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu cette agression pour donner du contexte aux auditeurs et auditrices ? Qu'en fait, en Normandie, il y a eu plusieurs agressions sur l'année, puisqu'il y a donc ce jeune homme à Caen, il y a eu une jeune personne, parce que là, pareil, je suis pas certain du genre de la personne, et en plus c'est mineur, donc je vais pas aller fouiller, mais Harfleur qui s'est fait agresser aussi. Donc là, on a eu Wab. Et Selim, il a été agressé dans le tram, où il a été insulté de PD, enfin voilà, c'était clairement, il a été ciblé parce qu'il était manifestement gay dans le regard des agresseurs. Alors il s'avère que c'est vrai, puisque ça c'est pareil, c'est pas parce qu'on n'est pas LGBT qu'on va pas être victime d'une agression LGBTophobe, puisque c'est des critères quand même très subjectifs pour qu'une personne se décide à nous attaquer. Et le caractère LGBTophobe a pas été retenu alors qu'il y avait des insultes, voilà, clairement ça avait été dit par ce jeune homme. Il y a d'ailleurs l'association à Caen, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, les personnes de Caen, qui a eu l'initiative de monter un rassemblement. Enfin, il y a des choses qui ont été organisées, mais c'est pour ça que je faisais cet aparté, c'est que les chiffres de la police sont pas bons. Complets, exhaustifs. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui, de toute façon, vont pas aller au commissariat et qu'après, le critère discriminatoire, et qui est une circonstance aggravante, elle n'est pas forcément retenue par la justice non plus. Effectivement, est-ce que ce que vous venez de dire sur le fait que les personnes visés en tout cas par des agressions, des délits LGBTophobes ne vont pas forcément à la police. C'est aussi quelque chose qui est dans le rapport du service de statistiques ministériel de la sécurité intérieure dont sont tirés les chiffres mentionnés tout à l'heure. La marche, ça sert aussi à ça finalement, c'est aussi bien de le rappeler que c'est une lutte pour les droits, pour les personnes queer et de se sentir soutenu, de se sentir vu, visibilisé dans la rue, de revendiquer finalement une vie tranquille comme tout le monde. Est-ce que c'est correct ? Oui. Mais surtout cette année, par rapport nous c'est la 4e édition qu'on fait la marche au Havre, et je sais pas si tu es d'accord avec moi Livio, mais j'ai l'impression que cette année c'est particulièrement important, urgent, et que la marche elle a un aspect beaucoup plus militant, politique et revendicatif que d'habitude cette année, au regard de tout ce qu'on a parlé et de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ouais. Vous rejoignez cet avis, Livio ? Complètement, et que c'est, de toute façon c'est notre enjeu. C'est de réussir à mobiliser sur la militance aussi, parce que la marche, comme il y a un côté festif depuis des années, il y a un peu un oubli de la communauté LGBT, de l'aspect militant, de ce qu'est une marche des fiertés et l'héritage dont on est issu, que ce soit l'héritage américain mais même français, le phare quand ils ont fait la première marche en 70 à Paris, c'était des manifestations, c'était très revendicatif, et essayer de remobiliser un peu les personnes à cet aspect-là, que
on peut pas se contenter de juste faire la fête. Enfin, après, nous, l'organisation de la marche, depuis le départ, ça a toujours été ça, de dire que c'est une action politique, que de revendiquer la défense et d'acquérir de nouveaux droits. Mais c'est un peu l'enjeu, c'est aussi de remobiliser les personnes qui viennent et de leur dire c'est bien de venir une fois par an, c'est super, c'est déjà ça. Mais ça serait bien que vous vous investissiez le reste de l'année aussi sur d'autres événements, sur d'autres choses à faire, parce qu'on va se prendre un gros coup de bâton là, en termes politiques, hein, je parle, on le voit bien, on a un gros retour en arrière, donc il faut réussir à mobiliser du monde, quoi. Le message est passé. Merci beaucoup Avril et Livio de l'association Marche des Fiertés d'être venus sur West Track. Et merci à vous. Merci à vous.